Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité, abordez des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Lilly, auteur, réalisateur, producteur, cofondateur et rédacteur en chef d'Inexploré. Bonjour Sébastien, je te remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. Bonjour Valérie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu l'histoire d'Inexploré. L'histoire d'Inexploré, elle est intimement liée à l'histoire de Stéphane et à la mienne, puisque du coup Stéphane Alix, avec qui j'ai cofondé Inexploré, voilà, a perdu son frère en 2001, et ça l'a amené à des questions existentielles, notamment autour de la mort. Est-ce qu'il existe une vie après la mort? C'était la grande question qui l'a hanté pendant des années. Il a trouvé ses réponses depuis. Et de mon côté, je dois dire que voilà, je l'ai rencontré très très vite, hein, juste après le dépôt des statuts de l'INRES, hein, qui est dit inexploré. Et j'ai vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, hein, juste avant de le rencontrer. De mon côté, mon parcours était tout tracé pour rentrer dans une prestigieuse école d'art. J'étais passionné par le monde artistique. Et j'avais le souhait d'entrer dans une école de communication visuelle notamment, et rien ne s'est passé comme prévu. J'ai été accepté 2 ans de suite, mais on a perdu mon dossier. Il m'est arrivé des choses hallucinantes qui me dépassaient totalement. Et 2 ans de suite, l'univers m'a dit non, non, en fait, ce chemin n'est pas fait pour toi. Et ça a été très très dur à vivre, très très dur à encaisser. Et c'est ce qui m'a fait plonger dans une forme de nuit noire de l'âme, où tous mes repères se sont évanouis, mes croyances aussi. J'ai commencé à vivre des expériences extraordinaires, des intuitions, des prémonitions, des sorties du corps, des rêves lucides, des choses qui m'échappaient complètement, et je comprenais d'ailleurs pas du tout ce qui m'arrivait. Mais je me suis passionné du coup par ce qu'on peut appeler vulgairement le paranormal, et j'ai commencé une quête de sens, une quête de spiritualité. Alors j'étais jeune, j'étais en pleine adolescence, donc c'était aussi un petit peu compliqué de gérer à la fois ce que je considérais être un échec scolaire, parce que même si de mon côté j'avais bien fait les choses, je n'ai pas pu finalement aller au bout de ce parcours qui m'était promis, si j'en écoutais aussi les profs ou les personnes qui m'entouraient. Et ça a été très très dur à vivre, et en même temps, c'est une période formidable qui m'a ouvert finalement à la spiritualité, à l'extraordinaire, et qui m'a déjà à l'époque fait comprendre que finalement la réalité dans laquelle on vit n'est peut-être pas finalement la seule réalité, ou du moins est peut-être un petit peu étriquée par rapport à tout ce qu'on peut vivre. Et du coup, en m'intéressant à ces sujets, j'ai commencé à rester alerte des actualités, et je suis tombé un peu par hasard, et pour faire la version courte, sur une dépêche AFP qui annonçait justement la création de l'INRES. Stéphane, qui était journaliste, pour faire connaître un petit peu le début de l'aventure, avait cherché une forme de caisse de résonance, et il avait un ami qui bossait à l'AFP, et du coup cette dépêche est tombée. Elle est restée je crois quelques minutes en page d'accueil de Yahoo, vraiment pas longtemps, mais je suis tombé dessus. Et du coup, je l'ai contacté, et on s'est associés, et l'histoire a commencé comme ça. On a eu à cœur de réunir des scientifiques, des philosophes, des médecins, mais aussi des magnétiseurs, des guérisseurs, des médiums, et tout un tas de praticiens, pour s'intéresser finalement à la fois au mystère de la conscience, mais au mystère du monde, et avec l'idée justement de s'intéresser particulièrement aux expériences extraordinaires, comme les expériences de mort imminente, les synchronicités, les questions relatives au sixième sens, etc., qui nous montrent en fait que la réalité ordinaire, on va dire le paradigme scientifique actuel ne tient pas. On a besoin d'un paradigme post-matérialiste, et c'est ce qui nous a passionnés toutes ces années, puisque depuis 2007, de mon côté, je suis engagé corps et âme dans cette aventure. On a monté le magazine papier, Inexploré Magazine, en 2011, avec l'idée justement de pousser un petit peu plus loin l'investigation pour proposer des dossiers et tout un tas de sujets aussi pratiques, afin de donner des clés aux personnes qui nous lisent.
Et puis vu qu'on était assez innovant dans le fond, on a essayé aussi de l'être sur la forme. On a lancé avant l'arrivée de Netflix en France, Inexploré TV, enfin une web télé du coup, grâce au soutien et au financement participatif de la communauté en 2015, je crois. Et ça a été une nouvelle aventure où on a proposé en parallèle du magazine des documentaires, des émissions, des reportages et des créations originales tout au long de l'année pour justement avoir, on va dire, un média à 360 degrés avec aujourd'hui aussi des podcasts et puis même d'autres activités pour compléter un petit peu ce tout. Donc voilà, pour moi, c'est une véritable quête de sens, en fait, cette aventure, et presque l'aventure d'une vie pour moi à ce jour. Et je te remercie parce que vous m'avez invité plusieurs fois dans diverses émissions et puis j'ai eu la chance de croiser des auteurs que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer. Et notamment, je pense à Claire Barré avec qui j'ai fait une émission Douceur et Confidence l'année dernière à l'occasion de la sortie de son ouvrage où elle se raconte. Et puis, on avait fait un live Instagram au moment de Noël. Donc, merci. Merci pour ces belles opportunités, ces belles rencontres que j'ai faites grâce à toi, grâce à vos équipes. C'est un plaisir partagé parce qu'effectivement, Inexploré, c'est surtout une aventure humaine, hein. Je parlais d'aventure. C'est peut-être même des aventures humaines parce qu'au-delà de l'équipe, effectivement, et des collaborateurs qui bossent avec nous et qui sont aussi très investis sur ces sujets, voilà, on a rencontré des praticiens merveilleux. Claire Barré, tu la cites, voilà, a aussi une histoire incroyable. Et je crois qu'on est nombreux à se poser des questions, justement, et à essayer d'incarner, d'ancrer une spiritualité dans ce monde et dans cette société qui, voilà, il y a encore quelques années était très matérialiste. Elle le reste aussi, mais c'est vrai qu'on sent monter aussi, voilà, une force, si je puis dire, à travers justement toutes les personnes engagées pour, voilà, avancer vers surtout ce qu'on peut qualifier une société plus humaine, plus tournée vers l'harmonie, et plus tournée, voilà, qui réinvente son lien avec les autres, avec la nature, avec l'univers, avec Dieu. C'est aussi notre objectif, hein. On connaît la citation, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est ça aussi l'aventure inexplorée, c'est connaître son monde intérieur, connaître voilà ses facultés parfois extraordinaires pour mieux entrer en relation avec le monde et avec les autres. Et c'est ce qui participe, je pense, aux conditions de l'harmonie, de la paix. Et c'est vrai qu'on a cruellement besoin dans ce monde d'aujourd'hui qui est très duel et très paradoxal aussi. On a besoin de faire émerger plus de lumière, et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec Inexploré, qui reste un média ultra positif, où on essaie d'inspirer justement le public vers ce nouveau paradigme. Donc ouais, c'est beaucoup de rencontres tout au long de l'année pour nous, et merci de le souligner. Depuis toutes ces années, qu'as-tu appris de ces différents sujets, de ces différentes thématiques abordées? C'est beaucoup de choses apprises, mais apprises au sens, voilà, je crois que c'est la particularité de ces sujets, c'est que ils nous invitent à être expérimentés en fait. Quand on rencontre un médium, quand on rencontre un guérisseur, quand on va explorer ces mémoires transgénérationnelles, il se passe un certain nombre de choses en fait qui sont très difficilement résumables en quelques mots. De mon côté, l'aventure, elle s'est découpée en plusieurs étapes. J'ai passé un premier tiers de l'aventure, effectivement, à rencontrer des personnalités incroyables qui m'ont aidé finalement à comprendre que le monde était profondément extraordinaire. Je pense à des médiums, à des guérisseurs. Je les remercie chaleureusement parce que c'est vrai que à leur contact, je me suis rendu compte que voilà, le corps était intimement lié à l'esprit, que finalement un guérisseur était là pour lever nos propres capacités d'auto-guérison. Ça replace la responsabilité au cœur même de notre démarche personnelle, qu'elle soit de santé ou autre, d'évolution aussi. Je me suis rendu compte qu'on est des personnes justement à fort potentiel évolutif.
Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, une fois qu'on rentre dans l'âge adulte, à, voilà, être enfermé dans une case, à être étiqueté, à connaître nos points forts et nos points faibles, à savoir d'où on vient, notre histoire, et puis voilà, en rester là. Et en fait, non. En fait, on a la possibilité vraiment d'apprendre, d'élever notre niveau de conscience, d'être plus présent à soi. La méditation est aussi un outil formidable, ou d'autres d'ailleurs pratiques, hein, comme le tai chi ou autre. La conscience du corps aussi, de savoir écouter ce que notre corps a à nous dire. On en parlait dernièrement avec Michel Odoul sur un podcast sur Inexploré. Lui s'est passionné par la symbolique justement du corps face à la maladie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a mal au genou, quand on a mal à l'épaule, quand on a mal quelque part, avant même de développer une pathologie lourde, on peut sentir finalement que l'univers nous envoie des messages. Si tu as mal là, c'est vrai que cet organe, il porte un certain nombre de symboliques, un peu comme s'il était l'autre facette de notre psychisme sur telle ou telle émotion. Et du coup, c'est ce qu'explique très bien d'ailleurs les médecines chinoises ou asiatiques. Quand on est en colère, certains organes comme le foie ou autres vont avoir tendance effectivement à prendre un peu plus parce qu'en fait ils sont le reflet finalement d'un pan émotionnel et psychique particulier. Et c'est vrai que de découvrir tout ça, ça nous replace, ça nous invite à essayer de mettre de la conscience en fait sur tout ce qui se joue. Et ça a été voilà un premier tiers de mon parcours, c'est de comprendre un petit peu tous ces phénomènes-là qui viennent de manière très discrète, hein, parce que si on n'y fait pas attention, on peut passer à côté d'un certain nombre de choses, mais qui viennent nous inviter justement à avoir un autre niveau de lecture de la réalité. Et puis voilà, j'ai eu un deuxième tiers aussi de l'aventure qui était plus tourné vers mes mémoires. Je me suis dit, ok, c'est sympa de comprendre tout ça, mais il y a encore une certaine forme de souffrance en fait qui est présente en moi et j'ai pas envie de la garder, cette souffrance. D'où elle vient? Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que voilà, on est tous constitués de mémoires, de différents traumatismes, on est des êtres blessés et en fait notre parcours et notre chemin justement de responsabilité, c'est d'apprendre à guérir, parce que quand on guérit une part de soi, on guérit aussi une part du monde. Et c'est important de le dire. Il y a vraiment un écho, une caisse de résonance qui fait que voilà, quand on entame un chemin, quand on prend soin de soi ou d'une partie de soi, voilà, notre entourage va bénéficier de cette dynamique subtile. Et donc, je me suis intéressé notamment à la mémoire cellulaire. J'ai fait des séminaires à n'en plus finir pour justement comprendre un petit peu ce qui jouait, notamment dans mon arbre transgénérationnel, comprendre un petit peu de quoi j'avais hérité, du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de mes ancêtres. Et là, voilà, c'est un dialogue qui commence à s'installer justement avec les ancêtres, par les constellations familiales, par tout un tas d'outils aussi symboliques pour justement apprendre à pacifier ces mémoires douloureuses. Et ça m'a permis de me réconcilier finalement avec la spiritualité et avec ce chemin, parce que voilà, je me suis rendu compte aussi après ce fameux premier tiers que c'était pas un monde de... Enfin voilà, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais voilà, c'est vrai que dans ce milieu spirituel, parfois il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de guéguerre, il y a beaucoup de chapelles qui se montent, qui se créent, qui se combattent. Et pour moi, ça m'apparaissait comme une incohérence difficile à vivre en fait. Et je me suis rendu compte que voilà, moi-même en fait, j'étais loin d'être pacifié, que j'avais besoin déjà de faire ce travail moi. Et puis une fois qu'on fait ce travail, en fait, on pardonne beaucoup plus aux autres et on se dit oui, en fait, c'est comment dire, ces souffrances, elles sont présentes en nous, elles sont présentes aussi chez les autres, et c'est le chemin d'une vie que d'apprendre à les guérir. Donc évidemment que le monde qui nous entoure et toutes ces personnes qui sont
euh, investies dans le domaine de la spiritualité, bah, elles sont en route, elles sont en chemin, en fait, comme toi. Et donc, regarde-toi d'abord, regarde ton intérieur d'abord avant de juger les autres ou avant de prendre mal certains mécanismes qui sont tout à fait naturels. Et ça m'a fait beaucoup de bien de travailler sur mes propres blessures. Et puis, bah là, je suis rentré dans un troisième tiers, si je puis dire, qui est encore en train d'être écrit, où justement, j'ai envie de pouvoir transmettre, j'ai envie de pouvoir réunir notamment des praticiens pour aider justement les autres à inventer justement des parcours et des accompagnements qui soient multidimensionnels et qui tiennent compte à la fois de notre corps physique, de notre corps énergétique, de notre corps mental, de notre corps émotionnel, mais aussi de notre corps karmique, de notre corps spirituel, pour qu'on puisse, à travers différents praticiens aussi, enfin avec différents praticiens, euh, inventer quelque part un accompagnement qui soit plus spirituel, mais plus incarné aussi, et plus complet, adapté aussi aux enjeux de notre temps et aux enjeux voilà, auxquels font face les gens. Et ça, c'est déjà concret, ce projet de réunir tous ces experts, ces thérapeutes? On a lancé une Explorer praticien en novembre, ouais. Alors concret, voilà, c'est un long chemin qui s'ouvre, mais l'idée c'est effectivement de réunir des professionnels de l'accompagnement. On a listé plus d'une centaine de pratiques concernées. Euh, Déjà pour qu'on puisse se réunir autour de ce qu'on qualifie bah, les fondamentaux, l'éthique, la déontologie, c'est important parce que justement dans ces métiers de l'accompagnement. Un certain nombre sont réglementés, sont déjà bien professionnalisés, mais d'autres ne sont pas institutionnels. On apprend finalement à accompagner sur le tas, on se forme, on expérimente nous-mêmes, et du coup, ça laisse place aussi à un certain nombre de dérives. Donc, pour pouvoir discuter avec un même langage, on avait besoin de réunir justement une communauté qui s'engage sur une charte éthique et déontologique. Voilà, quand on est un professionnel de l'accompagnement, on respecte quelles valeurs, on respecte quelles règles en fait ensemble, et on est d'accord sur quoi. Donc on a une charte éthique qui fait voilà 4 à 5 pages et qui vise justement à poser les engagements que chaque praticien a envers soi, envers ses clients ou les personnes qui l'accompagnent, mais aussi envers les autres praticiens qui l'entourent. Et ça, c'est quand même important et précieux. Donc, ça a été une des premières étapes de l'aventure. C'est-à-dire que quand on s'abonne à une Explorer praticien, on profite de ressources, de podcasts. Chaque semaine, on essaie justement d'informer les praticiens sur tout un tas de sujets pour prendre des cas cliniques, pour s'ouvrir à différentes pratiques, les expliquer, croiser justement les sciences émergentes et des méthodes plus traditionnelles, essayer de les décrypter, de les comprendre ensemble. On a aussi un certain nombre d'événements qui s'organisent, des ateliers autour d'experts, mais aussi des cercles d'échange entre praticiens, avec l'idée justement de créer de la transversalité entre des praticiens de nature différente, autour d'enjeux qu'on partage souvent tous. Et ça se fait dans une confiance absolue, puisque justement les personnes sont engagées avec une même éthique, avec un même regard finalement sur ces pratiques. Et puis on a envie évidemment dans un troisième temps, de créer un annuaire de confiance qui va permettre au public justement de trouver le praticien qu'il lui faut, aussi d'aider les praticiens à collaborer ensemble, parce que ça reste, je pense, un défi majeur pour le futur, c'est qu'il y ait plus de liens entre des praticiens, parce que quand on est au courant justement en tant que, je sais pas, en tant que psychologue, quand on comprend la géobiologie, et puis quand quelqu'un vient nous parler de ses problèmes et qu'on se rend compte que peut-être finalement dans sa maison il se passe aussi des choses qui dépassent un petit peu le cadre de son individualité ou de sa personnalité, de sa psyché, c'est important en fait de le mettre en relation peut-être assez vite avec les bonnes personnes, voire même peut-être de collaborer avec lui. Et on a besoin de plus de liens en fait et de plus de multidimensionnalité, que ce soit pour les personnes qui sont accompagnées ou pour les praticiens, afin d'inventer justement
voilà, on va dire un accompagnement qui soit plus global, qui soit complet, qui soit naturel et qui soit complémentaire justement à tout ce qu'on peut trouver aussi dans la médecine occidentale et qui est précieux. Mais là, on parle d'un accompagnement. J'aime pas trop le mot alternatif. Moi, je préfère vraiment le mot de complémentaire, plus spirituel, plus préventif aussi, parce que là, on parle de quelque chose qui nous invite à prendre soin de nous au quotidien. Et c'est vrai que la médecine préventive, elle est un peu délaissée. Et je pense que c'est aux professionnels de l'accompagnement, quel qu'il soit, de faire ce travail-là en amont. Et donc aujourd'hui, l'annuaire n'est pas encore disponible, mais on est en train d'y travailler activement pour le proposer d'ici peut-être, j'espère, 6 mois. Ça serait une belle réussite. Les abonnés, déjà, peuvent avoir accès à un certain nombre de ressources, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Inexploré Praticien, c'est un univers pour les professionnels. Quand vous vous abonnez, vous bénéficiez de toutes les ressources qui sont déjà sur notre plateforme, et surtout des podcasts, notamment chaque semaine, qui sont vraiment à destination des pros. Et puis un accès aussi à nos événements privés, des ateliers autour d'un expert, des cercles d'échange entre praticiens. Donc l'abonnement est déjà disponible. On a déjà plusieurs centaines de praticiens qui ont rejoint l'aventure, mais on a besoin effectivement aussi de personnes motivées, engagées pour justement travailler sur cette idée d'annuaire, sur cette idée de guide aussi, et sur ce petit cocon laboratoire qui va nous permettre aussi de partager autour des collaborations nouvelles qu'on est en train de mettre en place. Et ça peut amener et déboucher sur des études, sur des recherches qui vont aussi appuyer un petit peu le travail que tous les praticiens font sur le terrain. Donc on espère pouvoir effectivement avancer dans cette dynamique-là. Je t'ai demandé de choisir une chanson ou une musique qui symbolise pour toi la spiritualité. Tu as choisi Peace Lullaby, je ne sais pas si on prononce comme ça. Ouais, Peace Lullaby, notamment la musique qu'on peut retrouver dans le film L'Odyssée de Pi en français. Mais c'est vrai que c'est une musique que j'aime beaucoup parce que c'est une sorte de berceuse en fait pour l'âme. C'est une musique qui nous invite justement à nous questionner sur l'existence, sur nos souffrances, pour cheminer vers un monde plus lumineux. C'est très indien aussi dans le style. Vous l'écouterez. Elle est disponible aussi sur Spotify ici et là. Et je sais pas, elle m'invite moi à apprendre. Elle est très douce aussi cette musique. Et c'est vrai qu'elle nous place dans une autre temporalité. Et pour moi, c'est ça aussi la spiritualité. Si on a envie de regarder ce qui se passe à l'intérieur, comme le disait très bien Jung, d'ailleurs, qui regarde à l'extérieur rêve, mais qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est ça la spiritualité aussi. Pour prendre ce temps non ordinaire ou extraordinaire, il faut savoir ralentir, il faut savoir se placer dans un état de conscience un peu différent. Et je trouve que cette musique, en tout cas, moi, elle m'aide justement à revenir justement aux essentiels. C'est une musique que j'aime beaucoup. Tu parlais de l'ouverture de ton intuition quand tu étais plus jeune, quand tout s'est accéléré pour toi. Cette intuition, aujourd'hui, tu es vraiment à son écoute. Elle passe par quel canal? Comment elle se manifeste à toi? L'intuition, c'est vrai que c'est un mot qui est parfois un petit peu galvaudé, parce que je pense qu'elle touche à différentes choses. Et je pense que c'est important de bien le comprendre pour justement se familiariser avec ce qu'on appelle notre intuition. L'intuition, il y a un petit peu 3-4 dynamiques, je pense, qui peuvent l'expliquer. Une première dynamique qui est assez rationnelle. Quand on a de l'expérience sur un sujet, de par aussi notre cerveau et les différentes connexions neuronales qui peuvent s'opérer, on peut vite détecter ce qui nous semble bon, ce qui nous semble juste, ce qui nous semble préférable, que ce soit dans notre travail professionnel notamment ou ailleurs. Et ça, du coup, c'est une intuition, on peut l'appeler comme ça, certains l'appellent comme ça, qui peut se déployer de par les connaissances qu'on a accumulées, comme si on avait créé des chemins, des habitudes, des choses qui nous laissent penser que cette réponse-là, elle est plus inspirée qu'une autre.
On peut aussi expliquer l'intuition avec le paradigme plus extraordinaire qu'on connaît, nous, avec Inexploré, c'est-à-dire une connexion au-delà de l'espace et du temps à une information qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas saisir, et qui va nous apporter d'autres formes de réponses. Je pense à la vision à distance avec qui je travaille aussi. Je travaille avec un collaborateur autour de certains projets sur la vision à distance. Typiquement, voilà, on va missionner des personnes intuitives ou appelées comme ça. Elles ne connaissent rien d'un sujet, d'un projet, d'une cible. Elles vont se mettre justement à décrire des particularités. Elles vont se mettre à donner des informations qu'elles n'ont pas, que parfois nous-mêmes on peut avoir, mais que parfois nous n'avons pas non plus. Et parfois c'est ce qui va nous aider justement à trouver de nouvelles solutions. C'est-à-dire que quand on se connecte à un espace-temps différent, eh bien les informations qui nous parviennent, elles sont parfois pas crédibles au début, elles sont déroutantes parfois, elles sont surprenantes, et justement elles viennent quelque part nous aider à réorienter notre boussole pour nous dire, bah en fait, il y a quelque chose aussi que tu ne connais pas, et cette voie-là est peut-être préférable, ou ces informations-là sont néanmoins à garder en tête pour bien manœuvrer justement dans l'existence. Donc ça, c'est encore autre chose. Et effectivement, cette intuition-là, moi, j'aime aussi la mettre au service de ce que j'appelle la voix du cœur, parce que on le voit hein, dans la vision à distance. La vision à distance, elle a été utilisée aussi dans les projets Stargate, etc., par les militaires. On va dire pour le meilleur et pour le pire aussi. On peut utiliser ces informations au-delà de l'espace et du temps pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, j'aime finalement essayer de cumuler un petit peu ces deux dynamiques que j'ai décrites pour mettre finalement l'intuition au service aussi de notre cœur et de ce qui nous semble juste, de ce qui nous semble cohérent, de ce qui nous semble bon pour nous, pour les autres, pour le monde. Et ça demande aussi un travail intérieur. Ça demande un travail intérieur pour justement essayer de, comme différents diaporamas qu'on doit réunir finalement. Ah bah oui, mon cerveau peut penser ça de manière plus ou moins intuitive. Ah bah quand je vais méditer ou quand je vais me retirer du monde ou aller faire une marche, tiens, j'ai d'autres informations qui me viennent et qui m'invitent peut-être à faire plutôt autre chose. Et puis ensuite se dire, bah, qu'est-ce qui est bon pour moi en fait? Est-ce que et ça peut être cette voix du cœur, elle peut marcher pour tout. Hein. Est-ce que tiens, ce matin j'ai envie de prendre un croissant ou un pain au chocolat? Est-ce que c'est mon petit kiff du jour et est-ce qu'il est aligné? Ou est-ce que c'est juste pour étouffer certaines émotions et pour m'interdire de penser à autre chose ou à ce qui serait plus juste? Bah voilà, pour moi, c'est ça finalement un chemin d'intuition. C'est à la fois avoir parfois de l'expérience sur un sujet et avoir des connexions neuronales qui nous échappent mais qui vont nous aider à penser très vite ce qui peut être juste pour nous. Aussi parfois des accès à un espace-temps différent, à ressentir un futur probable, à penser qu'une idée effectivement qui paraît complètement loufoque peut avoir du sens dans le monde de demain ou encore voilà essayer d'incarner ça avec justesse dans notre vie de tous les jours et je pense que ça demande un travail et une exigence finalement d'avoir ce regard là parce que l'intuition elle est jamais comment dire, elle est vérifiable après coup sous prétexte d'intuition on peut faire tout passer. Ah ben moi j'ai une intuition je te dis que c'est mon intuition. Bon bah, quand on parle aux autres, finalement, on a besoin aussi d'apporter un petit peu de concret pour justement donner du sens à son intuition. Et quand on raccorde ça justement à une démarche de sens, ben on peut plus facilement, je pense, expliquer pourquoi cette intuition-là, elle nous semble être juste. Pourquoi finalement on a envie de la déployer dans nos vies, cette idée. Si on s'en arrête au mot intuition, on peut être parfois en porte-à-faux, et moi je m'y suis retrouvé parce que effectivement à l'adolescence j'avais des informations justement qui me parvenaient assez régulièrement sur les gens, sur des idées, sur tout un tas de choses, et je n'arrivais pas à les rationaliser. C'était des informations vraiment
qui me parvenaient de manière voilà, sensible, extraordinaire. Et en fait, j'étais assez déboussolé. Et j'ai appris avec le temps que c'est pas parce qu'une information nous parvient que c'est important. C'est pas parce qu'une information nous parvient qu'il faut en parler à tout le monde. C'est pas parce qu'une information comme ça subtile nous parvient que voilà, c'est forcément la bonne idée à déployer dans nos vies. C'est plus complexe que ça. Et donc du coup, voilà, s'arrêter un petit temps pour essayer de remettre en question un petit peu ce qui nous parvient, ça me semble essentiel. Et donner du sens justement à ces voies extraordinaires, c'est aussi précieux et important. De mon côté, c'est vraiment la voix de mon âme, tu vois. Et quand elle arrive, c'est comme une fulgurance et il se passe quelque chose dans mon corps. Donc je sais précisément, pour le coup, là, que c'est juste et que c'est pas une fabrication de mon mental ou de mon ego qui vient me parasiter, tu vois. Ça vibre vraiment en moi par des sensations différentes suivant si là elle me dit c'est ok, vas-y, on sent, ça te met en joie, il y a tout qui vibre de manière solaire en toi, ou s'il y a cette crispation, où là, effectivement, attention, prends le temps de te poser, réfléchis, parce que c'est peut-être pas le bon chemin, la bonne destination. Est-ce que toi, ça passe aussi par le ressenti, ou finalement, pas vraiment? Parce que tu parlais du Oui, cœur. oui, oui, non, tu fais bien de le signaler et c'est super intéressant d'approfondir justement avec la question des émotions, la question de la peur, la question du corps, qu'est-ce que le corps peut nous dire. Et comme toujours dans la vie, il y a des paradoxes. Par exemple, euh, on peut avoir sur justement un choix à faire, par exemple, prenons ce contexte-là, j'ai un choix à faire et j'essaie justement de trouver ce qui est juste pour moi. L'une des réponses me fait peur. J'ai peur. C'est corporel, il y a quelque chose qui fait que ça me fait peur. C'est pas parce que j'ai peur que c'est mauvais pour moi. C'est pas suffisant comme travail. Peut-être que j'ai peur parce que juste ça vient me chercher justement sur une histoire similaire vécue par le passé qui m'apporterait de mauvaises infos et de mauvais réflexes. Il m'est arrivé ça par le passé, donc j'ai pas le droit ou je m'interdis finalement de reprendre cette voie. Peut-être que finalement un nouveau chemin s'ouvre et l'histoire ne va pas se répéter. Peut-être que justement on nous invite à faire un travail justement sur cette peur pour la dépasser et pour justement voilà, réconcilier une partie de notre être. Et puis parfois, justement, cette peur, elle nous montre que là, dans cet endroit, sur ce chemin, ou ce collaborateur, ou cette personne, ou cette idée, c'est pas la bonne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du refus. Ne fais pas ça, tu vas te mettre en danger. Et du coup, ça demande en fait un travail intérieur pour justement essayer de comprendre et de savoir. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. C'est-à-dire quand j'ai une peur qui monte, par exemple, j'essaie de me dire, tiens, est-ce qu'il y a un écho, est-ce qu'il y a une résonance avec mon histoire personnelle? Une fois qu'on commence à se connaître, on a tous des blessures, et effectivement, quand ça vibre au même endroit, je pense qu'il faut s'arrêter et se dire, attends, est-ce que du coup j'ai envie de dépasser ça, ou est-ce qu'au contraire, voilà, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de tourner la page et ne plus me coltiner ce genre de blessure. C'est à nous en fait d'apporter cette conscience sur ce qui est à l'œuvre et ce qui est en jeu. Et c'est pareil en fait avec une émotion plus positive. Parfois justement on a une idée, ça nous plaît, mentalement c'est très chouette et c'est très cool. Alors on se dit waouh, ça, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, ça m'enthousiasme. Mais sauf que parfois c'est juste un biais en fait qui nous invite à rester dans une forme d'illusion pour reproduire quelque chose qu'on pense bon pour nous. Mais in fine, ça va rien changer à notre avenir, ça va pas forcément être si révolutionnaire que ça, et parfois même ça nous entraîne dans voilà, sur des chemins qui sont pas forcément préférables. Donc je pense que c'est important d'apprendre justement à bien ranger ces différents ressentis. Et ça, c'est de l'ordre du subtil. C'est pas
c'est très difficile de l'expliquer ou de caricaturer en fait tous ces ressentis-là. Mais voilà, une peur peut être bonne conseillère, elle peut être mauvaise conseillère. Et puis pareil, un sentiment, la joie normalement est toujours un bon indicateur, mais on peut se faire piéger par une forme d'ivresse où on a le sentiment d'être en joie alors que on a juste voilà une idée qui voilà a excité un petit peu toutes les hormones de notre corps ou inversement et qui du coup nous place dans une dynamique qui est pas forcément favorable. Donc ce travail il est vraiment important d'apaiser en fait nos émotions, de comprendre notre histoire. Et plus on met de la conscience sur notre histoire, sur nos blessures, sur nos émotions, plus en fait il y a de clarté, justement. Il y a une clarté qui arrive. Mm. Et on se rend compte que quand on a peur, en fait, ouais, généralement c'est pour nous prévenir de quelque chose. Mais au début, il faut faire attention parce qu'on peut se laisser embarquer dans des résumés un petit peu simplistes, finalement, de ce que notre corps, notre conscience, nos émotions, notre histoire personnelle a à nous dire. Et du coup, je pense qu'il faut le voir comme un chemin d'apprentissage. Et à chaque étape, à chaque palier, on va comprendre ce qui joue, ce qui résonne en nous. Et du coup, voilà, typiquement, si on a quelque chose qui nous parvient et qui nous fait peur, alors qu'il n'y a aucune raison, ça fait pas écho à notre histoire, ça fait pas écho, on se dit mais j'ai aucune raison d'avoir peur. Là, c'est peut-être effectivement qu'il y a un signal extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Et donc, il faut rester vigilant. Tiens, voyons, essayons de découper ce petit chemin en micro-étapes pour voir si j'ai un feu orange puis un feu rouge, c'est peut-être l'occasion de faire demi-tour, parce qu'entre le premier ressenti, le deuxième et le troisième signaux, voilà, tout nous laisse à penser que c'est pas pour nous. Et puis au contraire, si voilà, on est en joie ou si on a l'impression que tous les signaux sont au vert, découpons notre petit chemin en micro-étapes. Et puis si les signaux sont au vert, avançons et puis continuons. Et c'est vrai que parfois on a aussi des difficultés. Ces difficultés, elles sont là pour nous éprouver. Et donc voilà, il faut réussir finalement à naviguer, que ce soit avec les synchronicités ou avec d'autres choses, pour comprendre ce qui se trame et ce qui se joue, mais ne pas oublier qu'il y a des paradoxes comme l'existence et que voilà, les résumés simplistes ne sont pas toujours bons, je trouve. À mon avis, le travail sur soi nécessite toute cette parenthèse terrestre. Ouais. On apprend à bien se connaître et du coup, voilà, moi, quand je sais que l'information était juste, mais mon ego a voulu aller au-dessus en disant: non, cette personne, peut-être qu'elle était énervée ce jour-là, elle est sympa et tout». Au final, quelques mois, voire quelques années après, ma première intuition était vraiment la bonne, tu vois? J'aurais pas dû Ouais, m'embarquer dans cette aventure, même amicale ou professionnelle. Mais après, tout est enseignement, donc de toute façon, c'est pas du temps perdu nécessairement parce que ça m'a ouais, fait travailler sur autre chose finalement, tu vois? Mais maintenant, je suis vraiment avec l'âge à l'écoute de cette intuition qui passe dans mon corps et je sais maintenant discerner, tu vois, si c'est une alerte ou si au contraire le feu est vert pour tracer et avancer, quoi. ouais. Et je crois que chacun a aussi un petit peu sa propre méthode. Pour certains, Exactement. ça passe par le cœur. Pour certains, ça passe par le ventre. Pour Mmh, certains, c'est très intuitif. mmh, C'est irrationnel. Moi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que je vais avoir une vérité, une certitude qui tombe. Et une fois qu'elle tombe, j'en suis sûr. Et généralement, effectivement, 90% des fois, ça se vérifie. Mais quand elle tombe pas, voilà, il faut rester ouvert. Et puis il y en a aussi qui ont besoin d'un petit cycle de temps, c'est-à-dire que les choses se confirment dans les jours ou dans les semaines qui viennent, comme si finalement l'intuition avait besoin de se cristalliser au plus profond d'eux-mêmes. Et en fait, ça, c'est à chacun de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Mais c'est vrai que voilà, si on dit la première impression est toujours la bonne, c'est aussi parce que au-delà justement du cerveau, et c'est ça qu'il faut essayer de squeezer, au-delà de notre mental, une vérité nous parvient. Et si on arrive à la capter, à la détecter, après, elle se met en mouvement en nous par le biais d'une intuition soudaine, par notre cœur, par notre ventre, par notre corps et par différentes formes de ressenti.
Et ensuite, c'est ça qu'il faut écouter, ouais, carrément. Et aujourd'hui, tu es à l'écoute de ton enfant intérieur, de ton petit Sébastien. Oui, j'essaie, sans doute pas assez, parce que moi j'aime être dans l'action, j'aime faire, j'aime créer, j'aime comprendre, j'aime explorer, et donc voilà, j'ai une vie assez trépidante, et je sais que voilà, dans les choses qui sont importantes pour moi, histoire de contrebalancer, c'est justement de prendre ce temps d'émerveillement. C'est ça aussi l'enfant intérieur, c'est de retrouver euh, ce, ce, ce temps qui est un temps de spiritualité aussi pour se relier à la nature, aux autres, euh, à tout et à rien, aux animaux, aux petits oiseaux qui sont autour de nous. Et ça, je dois faire un effort de mon côté. Je sais que c'est un effort permanent pour justement garder cet émerveillement quotidien et pour ne pas rester en plus en tant que chef d'entreprise, hein, parce que d'une manière très concrète, c'est aussi mon travail toute la semaine de manager des équipes, de répondre à différentes problématiques, quelles qu'elles soient, et on peut vite se laisser embarquer en fait dans une routine qui est certes passionnante parce que, comme on le disait, avec Inexploré, on découvre beaucoup de choses, c'est une aventure humaine, etc. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un peu étouffant et il faut se garder un petit peu des temps plus créatifs. J'essaie d'avoir un petit journal, notamment le matin, où je vais prendre un temps et où je vais écrire justement un petit peu ce qui me vient, mes pensées, mes envies, mes problèmes. Et ce temps créatif, il change pas mal de choses. Je prends quoi? Je prends un petit quart d'heure le matin pour écrire ce qui me vient. Et je me rends compte qu'en fait, ça joue sur toute ma journée, voire sur toute ma semaine. C'est comme si finalement, euh, ça participait à mettre de l'huile un petit peu dans l'horlogerie interne. Parce que justement, ça, ça va remettre de la lumière, ça va remettre de la cohérence, ça va remettre de la justesse, ça va remettre du sens. Et je pense que c'est important de trouver un équilibre en fait. Et donc voilà, en faisant attention justement un peu à nos travers et en replaçant un petit peu la balance à sa juste place, on peut vivre de manière plus apaisée. Ouais, Ce petit Sébastien, est-ce qu'il te guide dans ta créativité? ouais, moi je suis créatif par nature en fait. Donc je sais pas si c'est le petit Sébastien qui s'exprime ou si c'est quelqu'un d'autre, mais j'ai toujours plein d'idées, de sujets, de projets, et j'adore ça en fait. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau en fait dans l'existence, c'est de pouvoir imaginer, c'est de pouvoir rendre tangible finalement une idée, de voir qu'elle peut porter ses fruits, qu'elle peut aider les autres, qu'elle peut participer justement à l'aventure du monde. Et donc j'ai vraiment peu de problèmes justement de créativité, mais plutôt essayer de renoncer à mes idées. Moi, ça a été aussi une grande étape pour moi, c'est de comprendre que toutes les idées, toutes les formes de créativité ont un rôle à jouer qui est différent. Parfois, c'est juste pour animer un petit peu notre esprit. Parfois, c'est aussi pour nous permettre, voilà, de peindre, de dessiner dans notre coin et juste pour participer à un petit morceau du monde chez nous, en créant un petit tableau qui va rester là, accroché dans notre chambre et que personne ne verra jamais. Et puis au contraire, parfois, il y a une idée qui mérite d'être déployée auprès d'un plus grand nombre de personnes. C'est important, je pense, de rester dans l'émerveillement. Et de mon côté, ouais, c'est plutôt dur de choisir en fait. Chaque choix est un renoncement, on dit. Hein, mais moi, c'est ma petite problématique autour de la créativité. Et tu es créatif, on l'a compris à travers ton travail, donc aussi bien dans l'écriture, la réalisation, la production. Est-ce que elle se manifeste? Tu parlais de peinture, tu peins également? Je dessine parfois, mais c'est vraiment pour, Pour le comment dire, plaisir. pour user, ouais, pour le Mm. plaisir. Si je sors dans le jardin, tu vois, si je Ouais. sors dans le jardin tout à l'heure, je vais avoir plein d'idées pour reconfigurer le jardin, pour créer un petit abri pour les oiseaux, pour faire ci, pour faire ça. Mais il faut choisir. On n'a pas le temps de faire. Tu cuisines? Et j'adore cuisiner, ouais. Donc tu es créatif aussi dans la cuisine? Ah, j'adore être créatif dans la cuisine, moi. Mon père enfin, il était, maintenant il est à la retraite, mais il était chef de Cuisinier? cuisine Mm.
certains restaurants étoilés, etc. Et c'est vrai qu'il m'a transmis ça, la passion pour la cuisine. À l'adolescence, j'avais un peu plus de mal parce que j'ai entendu parler de cuisine depuis tout petit et ça me gavait un petit peu. Mais en fait, je me rends compte que c'est un moment aussi où on peut se retrouver, où on peut choisir, où on peut comprendre aussi comment les aliments peuvent s'associer à la fois pour apporter du goût, mais aussi pour apporter de la santé. Et du coup, c'est vrai que la cuisine, pour moi, c'est un incontournable. Ouais. Et du coup, est-ce que le fait d'être créatif, d'être dans cette émulsion, c'est aussi une façon de te sentir vivant et d'être posé dans l'instant présent? Ouais, ça peut être une fuite aussi, hein. Ça peut être une fuite en avant, justement, de mon côté, hein. C'est toujours très personnel. Ça peut être une fuite en avant parce que justement, j'ai un petit peu la pathologie de créer et donc du coup, je peux, comment dire, me laisser un petit peu. Je peux rentrer dans une fuite en avant de création inutile et qui justement me détourne de cette justesse et de ces choix qui sont aussi importants de faire dans l'existence pour rester aligné. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Qu'est-ce qui est utile maintenant? Et en fait, on voit ce, ce- cet équilibre qui a trouvé dans bah tiens, j'ai plein d'idées. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour les autres maintenant? Et c'est toujours un travail, justement, et une mise en mouvement, finalement, de l'idée, de sa cohérence, pour rester, justement, voilà, au bon endroit, au bon moment. Et c'est pas évident, mais moi, je le ressens pleinement autour de la créativité, parce que si je m'écoutais, j'aurais 10 000 films à faire, j'aurais envie de faire plein de repas différents pour un seul dîner ou un seul déjeuner. Et donc, du coup, voilà, c'est cette question du choix aussi qui est, je pense, à une époque où on est saturé d'idées, d'informations, qui est super importante. Quel choix je fais aujourd'hui, maintenant? Et ça, on voit que ça vient nous travailler dans la conscience de l'instant présent, en fait. Et c'est super excitant aussi de faire ce travail-là, hein. Tu as choisi Michael Jackson pour symboliser la créativité. Pourquoi ce choix de Man in the Mirror? Ouais, bah pourquoi ce choix? Parce que je sais qu'il y a un film qui sort au cinéma bientôt et j'ai hâte de le voir. Donc je me replonge un petit peu dans les albums de Michael Jackson qui, pour moi, adolescent, m'a beaucoup inspiré. Je trouve qu'il y a des messages ultra puissants justement Quel dans, artiste? dans son travail et justement dans Man in the Mirror. Voilà, il y a cette idée que si on travaille sur nous, tout est possible, tout devient possible, et on peut changer le monde en fait. Et ça, je trouve ça hyper fort. Évidemment, en plus, c'est une musique qui est assez énergique, qui révèle certains messages qui sont quand même profondément authentiques, qui nous invitent justement à oser d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et ouais, je trouve ça important de se le redire et ça fait partie des artistes qui, pour moi, délivraient des messages puissants au quotidien dans chaque musique. Et je trouve qu'on perd un petit peu ça aujourd'hui dans une société qui devient parfois un petit peu superficielle. Et il y avait des vrais messages spirituels dans ses albums. Et ouais, c'est quelqu'un que je regrette un petit peu, même si là c'est polémique. Je trouve que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup en termes de créativité aussi, hein, pour le coup. C'est pour ça que tu as dit, tiens, une musique qui représente la créativité. Alors, au-delà de la musique Man in the Mirror, c'est vrai que Michael Jackson, je trouve qu'il a inventé un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, inspirent encore la pop culture. Donc, c'est une personne incroyable et je crois que je ferai partie des spectateurs pour voir ce film fin avril, comme beaucoup de monde, j'imagine. Mais ouais, c'est une personne qui m'a marqué, ouais. Quel regard poses-tu sur ton parcours, sur ton chemin? Waouh! C'est une grande question, ça. On s'arrête pas souvent pour se poser cette question sur nos vies. Euh, j'ai du mal, hein. Moi, j'ai du mal justement, à répondre à ce genre de questions. Euh, j'ai j'ai tendance à aimer que les autres y répondent pour moi, ce qui est pas forcément peut-être top top. Il faut aussi apprendre à voir un petit peu, à poser un regard sur sa propre histoire. Mais c'est vrai que je suis reconnaissant en tout cas du parcours que j'ai. J'ai beaucoup de gratitude pour les gens que j'ai rencontrés parce que finalement,
depuis l'âge de 20 ans, j'en ai 39 aujourd'hui, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai accumulé du savoir, de la connaissance uniquement grâce aux rencontres en fait. Et un Et, peu et, de travail. et du travail, mais je me rends compte à quel point finalement la transmission est importante dans ce monde. Et c'est vrai que c'est ce qui nous tire vers l'avant aussi, d'être en lien avec les autres, d'apprendre justement de l'autre. Et moi, j'ai beaucoup appris des rencontres des autres, évidemment avec un travail personnel important. Mais voilà, ça me remplit de gratitude, mon parcours, parce que quand j'ai traversé cette nuit noire de l'âme à l'adolescence, il y a des moments où je pensais que c'était foutu. Il y a des moments où on se dit, bah voilà, finalement, l'univers veut pas de nous, c'est difficile, je trouve pas ma voie, je trouve pas ma place. On a l'impression que tout va contre nous, que le monde se défait complètement autour de nous. Et parfois, tout ce qui se défait, finalement, nous aide à mieux trouver notre chemin, à mieux y prendre place plus tard. Et c'est vrai que dans cet effondrement intérieur que j'ai vécu, finalement, j'ai aussi laissé de la place pour ce qui devait advenir. Et je pense que ça fait partie aussi des messages voilà, que j'ai intégrés. C'est que parfois, quand quelque chose s'effondre, c'est aussi pour que autre chose se reconstruise. Et ce n'est que ça la vie finalement. Hein. C'est du mouvement et de la reconfiguration. Et c'est pour ça qu'être créatif, ça peut aider. Ouais. Tu parles, ça fait plusieurs fois que tu emploies la nuit noire de l'âme. Alors moi, je l'employais à très longtemps sans que ça me parle. Et finalement, quand j'ai écrit mon livre sur les flammes jumelles, les fées sont venues me susurrer que finalement, de leur point de vue, et ça a fait complètement écho en moi, c'était la nuit noire de l'ego. Puisque dans beaucoup de mes ouvrages, je dis que l'âme vibre sur la fréquence de l'amour inconditionnel, que l'âme choisit ses expériences, que pour l'âme, tout est juste et que tout va bien finalement, et que c'est dans notre incarnation qu'au moment où on se vêtit de notre costume d'être humain, finalement, dans notre personnalité terrestre, que les souffrances apparaissent. Donc, c'est toujours maintenant, quand j'entends la nuit noire de l'âme, ça m'interpelle en fait, mais je respecte totalement parce que de toute façon, je n'ai aucune vérité absolue et je pense que quasiment personne, puisqu'il y a autant de vérités qu'il y a d'individus, à mon sens. Et je trouve ça toujours intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on l'appelle comme ça. Hein. J'emploie ce mot parce qu'effectivement, c'est devenu une expression qui est issue, je crois, de la mystique chrétienne et qui, voilà, est assez caractéristique. Hein. Ça évoque justement ce processus de désidentification, en fait. Il y a une perte des illusions sur soi, sur les autres, sur le monde. Il y a une remise en question radicale de l'ego, comme tu le soulignes. Il y a une confrontation quelque part à une forme de vide existentiel. On peut plus s'accrocher à ce qui nous définissait avant. On est obligé de reconfigurer complètement notre tunnel de réalité. Ça part souvent justement d'un échec, d'une perte. Ça peut être une perte amoureuse, ça peut être un deuil, ça peut être une perte de statut, ça peut être voilà aussi un burn-out, ça peut être tout un tas de choses qui nous invitent à dire en fait il y a autre chose en toi que tu dois trouver. Sauf que dans ce moment, effectivement, on a l'impression d'être perdu au cœur des ténèbres. Et c'est en ça qu'on parle de nuit noire, c'est que effectivement, il y a une lutte qui s'opère comme une sorte de bataille entre l'ego et l'âme, parce que voilà, l'ego est incapable quelque part de lâcher prise sur tout ce qu'il a posé, toutes les fondations qu'il a construites. Et c'est une telle souffrance finalement que de déconstruire tout ça, que voilà, ça se traduit par une forme de mort symbolique qui nous invite finalement à une renaissance, souvent plus alignée, et vers un passage vers une conscience un peu plus grande. C'est pour ça qu'on parle de nuit noire de l'âme, c'est parce que derrière, il y a une renaissance justement qui nous invite à reconstruire notre vie différemment. Et du coup, c'est vrai que encore une fois, voilà,
pour que quelque chose puisse naître, parfois il faut aussi que quelque chose s'en aille, et c'est ça le cycle de la vie. Et c'est vrai que voilà, la nuit noire de l'âme, c'est comprendre ce processus qui intègre pleinement l'ego. Ça, c'est clair. Tu as fait allusion à la synchronicité tout à l'heure. On peut dire que ta vie est empreinte de signes de synchronicité. Ouais, bah moi ça a commencé depuis le début, hein, puisque c'est vrai que quand j'ai rencontré Stéphane à l'occasion de mon association avec lui, hein, et de cette création de l'INRES au tout départ, je lui avais envoyé un mail. Enfin, moi, je suis tombé déjà sur cette dépêche AFP complètement par hasard. Je lui ai envoyé un mail. J'étais en pleine, comment dire, en plein examen avec mes études, etc. Et du coup, je me souviens avoir éteint mon portable parce que je voulais pas être dérangé. Et je le rallume soudainement un midi, je crois, alors que je le faisais jamais. Et il m'appelle dans la minute qui suit. Alors synchronicité, prémonition, que sais-je, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Mais en fait, on se rend compte que voilà, lors de moments stratégiques, la vie nous donne des signes en fait pour nous confirmer qu'on est sur le bon chemin. C'est un chemin de sens. Pour moi, les synchronicités, c'est ça. Ça veut dire qu'on est sur un chemin de sens. Pas forcément agréable, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément que la voie va être complètement ouverte. Ça peut, mais ça peut être aussi plus compliqué. Mais c'est surtout qu'on est au bon endroit, au bon moment, et que quelque part, on a besoin d'être rassuré là-dessus. Et les synchronicités, c'est ça, hein, c'est cette manière quelque part de se connecter. C'est une connexion entre le futur et le présent, entre la conscience collective et la conscience individuelle. Et il y a des carrefours comme ça qui sont marqués au fer rouge parce que l'improbable quelque part arrive et au-delà d'être improbable, il vient apporter quelque part du sens dans notre chemin personnel. Et du coup, j'aime beaucoup écouter les synchronicités sans les surinterpréter. Maintenant, ça me fait sourire. Je me dis, oh, et je suis sur le bon chemin, c'est ce que je devais faire, ou ça vient me confirmer telle ou telle chose. Parfois, ça vient nous mettre aussi plutôt une invitation à changer de voie ou à nous dire, tiens, oui, c'est là que tu dois tourner. C'est là la sortie. Et c'est vrai que à l'instar des chamans, hein, quand on commence à comprendre que l'univers nous parle, ça peut aller super loin. Ouais. J'allais te demander justement qui nous les envoie, ces signes. Je, personnellement, je veux pas trop surinterpréter. Il y a plein de choses possibles. Évidemment, chemin faisant, on comprend qu'on n'est pas seul dans l'existence, qu'il y a d'autres plans de réalité, et que peut-être nos guides, que peut-être d'autres formes d'esprit ou d'entité, voilà, peuvent nous envoyer des signes. Mais on sait aussi que le futur peut venir nous parler parce que avec la rétrocausalité, on comprend que voilà, les potentialités qui sont devant nous viennent interagir déjà avec notre présent. On sait que dans cette conscience collective, quelque part, les êtres sont tous connectés, on est tous reliés les uns aux autres. Et donc, des fois, il y a des synchronicités qui sont de l'ordre aussi de l'interaction avec les uns et les autres. Et moi, j'aime le voir comme une toile complexe où chaque synchronicité, on peut l'interpréter presque d'une manière différente. C'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est que voilà, les choses sont simples, mais elles sont complexes. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, moi, je sais que c'est mon petit frère décédé qui m'envoie un message. Parfois, je sais que ce sont les fées. Parfois, ce sont les anges. Parfois, c'est l'univers, comme tu disais, dans sa globalité. Voilà. Et c'est ça qui est magique et merveilleux. Que représente pour toi la mort ? Un passage, une transformation. Pour moi, c'est ça la mort aujourd'hui. Hein. Je parlais de nuit noire de l'âme, mais on pourrait parler de nos nuits et du sommeil. Hein. Finalement, c'est des petites morts chaque soir et on se réveille différent le lendemain et on est passé par une forme de passage, de transformation aussi. Alors, infime soit-elle qu'on s'en rend pas toujours compte le lendemain, mais j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend aussi à la fin, ouais. C'est-à-dire un moment où notre esprit, va quitter son corps et son physique et son enveloppe charnelle pour se transformer et vivre autre chose avant peut-être de se réincarner. Donc c'est un passage, ouais. Tu crois à la vie après la vie ? Ouais, ouais.
Je suis pas un grand croyant. Moi, j'aime justement me confronter aux expériences, à voir ce qu'en disent les traditions, à expérimenter par moi-même. Et au jour d'aujourd'hui, si on s'intéresse justement au cycle de la vie, que rien ne meurt, tout se transforme, hein, c'est ce que nous dit la science dure. Donc sur le plan matériel, rien ne meurt, tout se transforme. Je pense que sur le plan de l'invisible et de la conscience, il en est de même. Rien ne meurt, tout se transforme. Et en fait, c'est une loi naturelle de l'existence. On a un peu du mal à assumer qu'il existe cet autre plan de réalité. Mais à partir du moment que cet autre plan de la réalité existe, il est sans doute configuré sur beaucoup de règles qu'on connaît déjà dans cette réalité matérielle. Et donc, en fait, il n'y a rien de surprenant. Je pense même que parfois la science se piège, enfin, se prend à son propre piège, parce que, voilà, aujourd'hui, la science et la médecine a essayé de définir la mort. On a souvent, pendant tout un temps, on s'est arrêté à la définition de l'arrêt cardiaque. Si notre cœur s'arrête, c'est qu'on est mort. Bah, on s'est rendu compte que non, le cœur il peut redémarrer. Alors on s'est dit bah finalement c'est le cerveau. Une fois que le cerveau meurt, c'est fini. Et on se rend compte qu'en fait non, c'est pas vraiment ça, c'est la conscience. Alors la conscience est le fruit du cerveau. Oui, mais en fait si la conscience n'est pas le fruit du cerveau, bah, ça veut dire qu'en fait la mort n'existe pas parce que du coup, ou du moins qu'elle n'est pas sujet aux définitions d'un arrêt ou d'une fin, mais bien d'une transformation. Et je pense que c'est ce qui se joue dans l'émergence d'un paradigme post-matérialiste. C'est redéfinir la conscience. Et si la conscience euh, est au cœur de l'existence, on le voit hein, avec la physique quantique aussi, qui nous apprend que voilà, sans observateur, la réalité n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en fait, sans conscience, la réalité n'existe pas. Mais on se rend compte que quand il y a un humain qui est pas présent quelque part et qu'on mais un animal ou une plante, bah, elle interagit avec son environnement. Donc en fait, peut-être que tout est conscience et que c'est juste ça la vérité, c'est qu'il existe un plan de conscience qui trame et qui s'entroniche dans le réel matériel et qui vient expliquer justement cette nature du monde qui est un petit peu double, à la fois conscience et à la fois matériel. Et dans ce contexte, ouais, peut-être que les lois matérielles et les lois immatérielles sont pas loin d'être les mêmes, ouais. J'en profite pour envoyer beaucoup de lumière sur toutes les âmes qui ont quitté leur véhicule terrestre. Là, il y a beaucoup de départs ces derniers temps. Et donc, j'envoie beaucoup de lumière et aussi aux personnes qui perdent un être cher. Parce que pour celles qui sont en plein deuil, notre conversation peut peut-être paraître surréaliste. Et du coup, Mais ça n'empêche pas, en fait, hein, ça, c'est très important que tu le soulignes parce que ça n'enlève rien. Tu vois, je veux dire, moi, ça en tant que n'enlève rien. médium, quand je perds quelqu'un, je suis triste. Mais je Ah crois bah, à une autre vie. Tu vois, donc, ah bah mais ça là, n'enlève rien. C'est hyper dur exactement. de savoir qu'une personne ne quitte notre réalité physique, matérielle, justement pour vivre un voyage qui va être le sien. Mais ça veut dire qu'on n'aura plus de contact pendant au moins tout un temps, enfin du moins qui seront plus comme avant. Et puis on vit dans l'illusion de la séparation. C'est vrai, mais véritablement on va être séparé de cette personne. Du moins on va être un peu plus séparé qu'avant de cette personne. Et du coup, euh, comprendre comment dire, ce paradigme n'enlève pas finalement la souffrance qu'on peut avoir de perdre un être cher. Et d'ailleurs, il y a plein de statistiques et d'études qui montrent qui montrent à quel point finalement les êtres sont impactés d'une séparation parce que on est unis en fait les uns aux autres. On a beaucoup d'amour les uns pour les autres. Et cet amour, il vient nous lier. Et ce lien, comment dire, ouais, ce lien qu'on peut avoir les uns envers les autres, en fait, il est tellement puissant que quand une personne effectivement nous quitte ou nous laisse percevoir une sorte de séparation, c'est terrible, c'est presque insoutenable ou invivable. Et c'est pour ça que, loin comment dire, d'effacer cette souffrance, venir comprendre qu'il y a peut-être autre chose qui se joue, ça peut nous apaiser un petit peu, ça peut nous aider à comprendre, ça peut nous aider à donner du sens, ça peut nous aider à traverser l'épreuve peut-être, voilà, avec quelques outils supplémentaires. Mais voilà, un deuil, c'est une épreuve, c'est une épreuve. Tu as choisi quel morceau pour symboliser la mort? Le Sabbat Mater
dans la version Sonia Yoncheva et Karine Deschailles. C'est une musique qui me touche profondément, qui est assez grave, qui est assez lourde, hein, pour qui l'a déjà écoutée. Mais quelque part, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette musique? Elle est dure, je trouve. Hein. Elle est très dure, mais c'est un poème médiéval, tu vois, qui nous confronte justement à la souffrance et qui nous invite justement à plus de compassion, qui nous invite à une forme d'amour inconditionnel. Et quelque part, c'est une méditation sur la douleur, en fait, tu vois, face à la mort. Ça tombe bien que tu en parles, parce que finalement, dans cette musique, se joue pour moi la déchirure, se joue l'acceptation de la séparation, se joue cette transformation émotionnelle et spirituelle auquel on est confronté face à la mort. Et moi, j'aime bien écouter des musiques qui sont effectivement aussi très profondes, parce que ça peut nous aider à nous connecter à des sentiments qu'on a tendance à balayer et à écarter. Et quand on s'y connecte, peut-être même que ça peut nous faire pleurer, mais en fait, on se sent bien après, parce qu'on se sent vivant et on se sent aussi libéré d'un poids qu'on portait et qu'on portait peut-être inutilement. Tu parlais d'amour inconditionnel. Si tu devais définir l'amour? L'amour, il y a beaucoup de formes d'amour, hein, mais c'est vrai que là, tu veux dire définir l'amour inconditionnel ou définir l'amour en général? C'est toi qui vois ce qui résonne en toi. Moi, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait plein de formes d'amour, en fait, et que l'amour, il nous place surtout, hein, je trouve, en lien avec le monde. Il nous aide justement à voir l'autre, à voir ce qui se joue dans la relation. Et du coup, c'est un moment d'unité pour moi. C'est un moment de connexion qui nous place dans une forme de compassion, qui nous place dans une forme de gratitude, qui nous place dans une forme de joie, où la conscience est capable de lire justement ce qui se joue au-delà de toutes les informations primaires et juste biologiques, matérielles ou autres qui sont en jeu également. Et c'est vrai que moi j'aime voir l'amour comme quelque chose de très spirituel, en tout cas le définir comme tel, parce que je pense qu'on a besoin de le placer au cœur même de nos relations. C'est ce qui maintient le lien, en fait, avec le monde. Et le lien, en fait, c'est la trame du réel. Sans lien, en fait, le monde se défait, la société se déchire. Et finalement, l'amour est peut-être la seule chose qui participe à... C'est comme une colle qui vient... c'est une colle qui viendrait mettre les pièces du puzzle ensemble, en fait. Pour moi, c'est ça l'amour. Et du coup, si on a vraiment envie d'être en lien avec le monde qui nous entoure, avec les autres, dans chaque situation, on peut faire preuve d'une compassion qui ressemble à une forme d'amour inconditionnel, où on essaie de comprendre ce qui se joue, où on essaie d'être transparent, où on essaie d'être pleinement, en fait, engagé dans ce partage aussi, parce que le lien, ça évoque le partage, ça évoque à la fois la capacité à accueillir, à recevoir, mais c'est aussi notre capacité à donner et à créer. Donc il y a une forme d'interaction comme ça dans l'amour qui vient nous connecter au monde, et voilà, ça passe... ça peut aller de notre connexion effectivement à notre compagne ou à notre conjoint, à notre famille, mais on voit bien que l'amour est infini, en fait. On peut aimer tout ce qu'on trouve sur Terre et avoir de l'amour pour notre prochain. Il en est un peu difficile de le faire avec la haine ou avec d'autres choses, quelque chose qui est très fini, en fait. On peut avoir de la haine pour une ou deux personnes, 3 ou 4, et puis au bout d'un moment, en fait, on a besoin de trouver d'autres choses. Et l'amour a cette capacité, en fait, d'être infini, et je pense que c'est là où l'amour inconditionnel prend toute sa place aussi.
c'est de comprendre que c'est le lien en fait qui nous maintient debout et vivants au cœur du monde. Et ça n'empêche pas justement de voir les choses telles qu'elles sont, ça nous oblige plutôt à les voir telles qu'elles sont pour euh, révéler voilà, le plus juste de ce qu'on a donné au monde. Et alors, dans ta façon d'exprimer ton amour envers tes proches, t'es plutôt pudique ou démonstratif? Moi, je suis plutôt pudique, ouais. Moi, j'ai un gros boulot pour être démonstratif sur cette question. Je le suis en fait, mais je le suis toujours parce que c'est un peu ma nature dans l'action. Je suis toujours là pour les gens que j'aime et que voilà, pour les gens que j'aime, point. Je suis toujours là, je pourrais faire n'importe quoi pour eux, mais je suis pas démonstratif au sens verbal de tout ça. Pas assez, du moins. J'essaie, j'apprends, je suis sur ce chemin. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a beaucoup transformé de voir à quel point les êtres sont différents les uns des autres et répondent en fait à une nature très différente. Et en fait, on a tous notre raison d'être et on a tous nos qualités et on a tous nos défauts. Et effectivement, certains sont tournés vers l'action, d'autres sont tournés vers l'émerveillement, d'autres sont tournés vers le social, d'autres sont tournés vers voilà, la compréhension du monde ou vers d'autres choses. Et en fait, ces natures, elles ont besoin de rentrer en interaction. Et donc, elles ont besoin de se comprendre. Et c'est ça aussi, finalement, l'amour, c'est d'accepter ces différences. Il n'y a pas d'amour sans différence. Mais c'est aussi d'être capable et lucide de voir justement comment notre différence peut nous jouer des tours, parfois, ou doit nous inviter aussi, dans cette compréhension de l'autre, à être plus actif sur peut-être un pan où on l'est moins, histoire de créer du lien avec les gens qui nous entourent. Donc, ouais, tout ce qui est bon pour créer du lien, pour soutenir les personnes qu'on aime, il faut le faire. Et c'est vrai qu'il faut dire aussi aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. C'est important. La vie est précieuse et le temps file très vite. Tu as Il paraît, choisi, ouais. tu as choisi une version d'Ave Maria pour justement illustrer, symboliser l'amour. Ouais, ouais, c'est vrai. Que dire sur cette musique? Euh, Moi, pour moi, l'amour, c'est aussi Marie. C'est vrai. Et vu que c'est comment dire, une prière qui est adressée à Marie, qui est issue de l'Évangile, il y a une forme de grâce en fait dans cette musique qui est très universelle, hein, mais moi, qui me touche sur la protection, l'intercession en fait qu'il peut y avoir dans cette musique. Moi, je me sens protégé, je me sens sous les ailes d'une instance divine plus grande, sous une mer universelle quand j'écoute cette musique. Et ça participe à ce lien entre terre et ciel quelque part. Et c'est vrai que pour moi, dans cet amour divin recherché, bah voilà, l'Ave Maria, c'est une prière qui est douce, qui est lumineuse, qui est tournée vers la grâce et qui nous invite à accepter qu'on est aussi sous la protection de quelque chose de plus grand. On arrive à la partie féerique de cet entretien. Si tu avais une recette du bonheur à partager, quels en seraient les ingrédients essentiels, toi qui aimes cuisiner? Même si là, ce n'est pas forcément une recette culinaire. La recette du bonheur en mode chef de cuisine. Il faut prendre soin de soi, je pense, pour être heureux. Donc, tout bêtement, il y a tout un tas de choses aussi très pragmatiques hein, à faire, je pense, pour se lever de bonne humeur. Bah, c'est de prendre soin de son sommeil, de prendre soin de son corps, de respecter ses cycles biologiques, parce que finalement, qu'est-ce qui nous rend aussi parfois irrités? C'est notre corps, en fait. C'est cette incarnation, en fait, qui est douloureuse, qui est confrontante, qui nous place dans la dualité. Et pour ramener de l'harmonie et de la lumière dans ce monde, il faut aussi apprendre à respecter notre véhicule terrestre. Et je pense que c'est une des grandes leçons aussi de spiritualité que j'ai reçues ces dernières années. Moi qui étais très dans le mental, très dans tournée vers la conscience, vers une spiritualité qui parfois pouvait être peut-être un peu détachée du réel.
c'est que vivre dans notre corps, respecter notre corps, bien dormir, se lever, voilà, à la même heure chaque jour parce que c'est ce qu'aime notre rythme circadien, manger sainement, et donc du coup mieux digérer, ça va nous aider finalement à placer notre conscience dans notre corps, dans la vie. Et c'est vrai que paradoxalement, je dirais que voilà, si je devais donner un conseil à des gens très spirituels, je leur dirais n'oubliez pas justement votre corps parce que c'est le véhicule qui vous permet d'être ici présent. Et plus on en prend soin, plus on est alerte et dans l'instant présent et donc dans la joie et dans le bonheur au quotidien. Il y aurait peut-être un message différent si je m'adressais à une communauté qui ne connaît rien à la spiritualité. Il y a bien d'autres choses à dire aussi, mais c'est un truc à ne pas oublier, quoi. Et la joie que t'inspire-t-elle? Elle nous place dans une forme de légèreté, en fait. Rien n'est si grave, en fait. On a tendance à rendre tout très grave. Et c'est notre perception, en fait, du réel. Mais à partir du moment où chaque épreuve nous ouvre à autre chose, où chaque défaite ou difficulté nous invite peut-être à réorienter notre regard. Et puis tant que justement on a la santé et de quoi partager un moment et un bon moment avec nos proches, finalement on a toutes les raisons d'être en joie. Et puis comme tu le disais, le temps passe si vite. Ce serait dommage de se retrouver à quelques jours de notre mort, peut-être même sans le savoir et sans avoir profité de cet instant présent, profiter au sens noble. Et donc je pense que la joie, c'est un rappel justement que voilà, derrière toutes les complexités, derrière toutes les choses un peu lourdes que l'être humain a tendance à s'inventer, il existe juste quelque chose de léger, de souriant et de lumineux qui s'appelle la joie. Et voilà. Amis les jolies fées ont un message à te transmettre. Acceptes-tu? Avec joie, chère Valérie. Comme nous ne sommes pas en présentiel, je te propose soit de me donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 55, ou alors je bats les cartes et le message tombe tout seul. Vas-y, je te laisse battre les cartes et le message tombera de lui-même. Eh bien, il y en a 2 qui sont tombés, tu vois. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a parler beaucoup d'amour et d'être à l'écoute de son cœur. Il y a le non-jugement. Et tu en faisais allusion tout à l'heure. Ne juge pas celles et ceux que tu côtoies. Parfois, elles ou ils portent des masques pour se protéger. Chacun chemine comme il peut. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai dit à un moment donné du podcast. Je pense qu'on est dans une société où on juge, mais en permanence, sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce que ça nous fait du mal? Ça nous fait du mal envers nous-mêmes déjà, parce que du coup, quand on juge beaucoup les autres ou le monde, en fait, on se place dans une forme de dureté. Et cette dureté, en fait, elle est directement renvoyée à nous-mêmes. Donc, ouais, je pense que c'est important de choisir là où on porte ses pensées, ses intentions, son énergie et tournons notre regard sur ce qu'on a envie de construire, sur les gens que nous aimons, sur le beau, sur ce qui nous rend vivants. S'il y a quelque chose de sombre à regarder, regardons-le. Mais résistons pour. Je crois que c'est Fabrice Midal qui vient de sortir un livre sur la question de la résistance. Et j'aime bien son propos parce que généralement, on résiste contre. On voit toujours ce qui ne va pas. Et résistons pour aussi les choses. Et ça, c'est important. Et le deuxième message est la baguette féerique. Vis intensément comme si tu avais le pouvoir d'une baguette magique. Donc, on revient à ce qu'on disait dernièrement, vive l'instant présent, quoi, en conscience. Ouais, à fond les ballons, ouais. Tu parlais de reconnaissance, de gratitude. Alors, c'est vraiment une valeur, je dirais, qui est essentielle au monde féerique. Moi, elles m'ont beaucoup, pas initiée parce que j'avais eu une éducation au niveau de la gratitude et du remerciement, mais elles m'ont apporté la valeur ajoutée sur pas que le mentaliser, mais le vibrer, en fait, tu vois, vibrer cette gratitude comme vibrer d'amour, vibrer de gratitude, c'est essentiel, en tout cas au monde de ces jolies demoiselles. Que représente pour toi cette gratitude?
Parfois, en disant ce que ce n'est pas, on aide aussi à définir ce que c'est. Et je dirais que la gratitude, c'est pas se forcer à être positif, c'est pas se forcer à nier les problèmes, c'est pas être dans une forme de naïveté. C'est pas tout ça. C'est, je pense, euh, déplacer en fait notre regard vers ce qui est reconnaître justement, accepter ce qui est et reconnaître ce qui participe justement à cette maintien de la vie en fait, à ce qu'on nous donne, à ce qu'on reçoit, à ce qui nous rend vivants, à ce qui nous aide, c'est cette reconnaissance en fait qui fait partie de nos capacités, cette reconnaissance en fait du vivant et de ce qui nous maintient en fait dans ce flux du vivant. Et reconnaître les choses, c'est les voir, c'est en prendre conscience, c'est presque une posture un peu existentielle. Mais c'est pas du tout toutes ces choses qu'on a tendance à mettre avec la gratitude parfois quand on ne veut pas en fait justement accepter ce qui est. Non, être en gratitude, c'est pas se forcer à être positif ou à voir les choses de manière un petit peu bisounours. C'est pas forcément nier les problèmes. On peut avoir des problèmes et être en gratitude avec aussi ce qui nous maintient quelque part dans l'existence, dans la vie, dans l'évolution de la conscience. Il y a toujours des choses qui peuvent nous mettre qui peuvent nous placer en fait dans une forme de gratitude. C'est un peu comme l'amour en fait. Alors, on a toujours une bonne raison d'avoir de la gratitude ou d'avoir de l'amour. Et du coup, c'est une posture qui fait du bien, qui fait du bien au monde et qui nous fait du bien aussi. Donc, ouais, je dirais ça. Et puis la gratitude, effectivement, c'est remercier aussi pour ce que nous traversons, parce que quoi qu'il arrive, parfois c'est une protection. Tu vois, quand un projet se fait pas ou se fait pas dans les conditions qu'on aurait souhaitées, parfois on se rend compte que quelques temps plus tard, c'était finalement une jolie protection. Et puis aussi, quand on vit des épreuves extrêmement éprouvantes, c'est aussi remercier pour ce qu'on nous enseigne, pour aller à la rencontre de nous-mêmes et s'éveiller et éveiller notre conscience à quelque chose de plus grand. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi passer d'une logique de manque à une logique de richesse intérieure. Et ça, c'est quand même aussi important. Au lieu de rabougrir comme ça notre état intérieur, faisons rayonner la lumière qui est en nous. Et ça passe aussi par la gratitude. J'en profite pour te remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était vraiment très, très instructif, je dirais, très riche. Alors, quand paraît le nouveau magazine papier d'Inexploré ? Au moment de votre écoute, je pense qu'il est déjà en kiosque, puisque pour le printemps, on propose une nouvelle version, nouvelle maquette du magazine aussi, de nouvelles rubriques pour plus de sagesse, plus d'exploration, assumer aussi notre rôle de contre-culture quelque part dans cette société où on a besoin justement d'une alternative plus lumineuse, plus spirituelle. Et le magazine est sorti fin mars. On consacre un grand dossier au pouvoir de l'esprit. Est-ce que l'esprit peut agir sur la matière ? Il y a plein d'études qui nous montrent que oui, et c'est des histoires passionnantes. Donc, vous aurez la chance de plonger dans cette thématique si vous achetez le magazine en kiosque ou si vous vous abonnez. On a besoin de votre soutien. Et puis sur Inexploré TV, on a aussi un documentaire sur la télékinésie, justement, où on a mené une expérience avec deux scientifiques et deux expérienceurs pour voir justement si, au-delà des études qu'on peut connaître ici et là, qui touchent aussi aux années 70-80, où on avait des personnages assez folkloriques qui s'amusaient à tordre des cuillères, il y a eu des batailles entre expérienceurs et illusionnistes pour nous dire c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. On a mené l'expérience en fait dans des conditions contrôlées pour voir justement si l'esprit était vraiment capable d'influencer la matière. Et les résultats sont bluffants et je vous invite du coup à vous abonner pour profiter de la série. Ça montre effectivement que l'être humain a des capacités insoupçonnées, extraordinaires, et si on peut influer sur le réel, voilà, ça ouvre des perspectives en matière de santé, en matière de conscience collective qui sont vertigineuses, et c'est surtout ça l'enjeu. Au-delà de tordre une cuillère ou non, l'enjeu c'est surtout de savoir à quel point finalement l'esprit
peut influencer le réel tout entier. Et je crois qu'il y a, voilà, si on compte le nombre de consciences sur cette planète, ça montre qu'on est nombreux à pouvoir influencer le réel et qu'on a besoin d'une d'une force et d'une comment dire d'un contrepoids, si je puis dire, comment dire, à plein de dynamiques enclenchées qui nous amènent vers plus de guerres, plus de batailles et de confrontations. On a aussi besoin d'autre chose et il faut engager justement cette dynamique-là. Donc nous, on est partie prenante pour ça. Et alors, en ce moment, tu écoutes quel style de musique? Quel est le morceau que tu affectionnes tout particulièrement et qui t'inspire? Je t'avais répondu dans mon petit SMS avec The Human Experience de Thomas Bergersen. C'était la musique que j'écoutais quand tu m'as contacté et je t'avais partagé ce choix parce que pour le coup, je trouve que c'est une musique qui est hyper entraînante, qui est comment dire, qui nous transporte. J'ai envie de me lancer dans une quête, dans un voyage, dans un projet. Quand j'écoute ça, je me dis tout est possible, c'est parti quoi. Et c'est finalement l'incarnation, je trouve, de toutes les autres musiques quelque part. Il y a un peu de spiritualité dans cette musique, il y a un peu de créativité. C'est aussi, comment dire, parfois, ça vient nous chercher dans nos tripes sur la question de la mort, de l'amour. Et c'est un peu la synthèse de toutes les autres musiques réunies en une seule. Et du coup, c'est vrai que quand j'écoute ça, je me sens dans une forme d'ivresse joyeuse, lumineuse, spirituelle, et je me dis que on peut affronter tous les défis qui se présentent quand on écoute ça. Et je crois qu'en conclusion, c'est pas mal, ouais. Bah, merci infiniment, Sébastien, vraiment, merci beaucoup pour ce temps d'échange et ton authenticité. Merci à toi, Valérie, pour cet entretien. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie tous de soutenir la chaîne Lumière de Fée, de vous abonner, de liker comme disent les jeunes, de partager. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. N'hésitez pas à découvrir les émissions scintillantes et d'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. À très bientôt. Merci. Au revoir.